Bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Cette semaine, la ville de Fès a abrité le 9e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, forum qui s'est achevé en revenant et en insistant sur les valeurs de dialogue et de tolérance et en soulignant encore plus le rôle de l'Afrique en tant qu'acteur positif sur la scène internationale. Et aujourd'hui, l'invité de la rédaction est M. Miguel Ángel Moratinos. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Merci. Vous êtes le haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies et aussi certainement plus connu au Maroc comme ayant été le ministre des Affaires étrangères espagnol de 2004 à 2010 dans les gouvernements socialistes de M. José Luis Rodríguez Zapatero. Alors cette semaine, comme je le disais, le 9e forum de l'Alliance s'est tenu à Fès. Excellence, qu'est-ce que cette Alliance des civilisations? Pourquoi ces forums? Et donc en un mot commençant, l'Alliance des civilisations, sa vie, son œuvre. Bon, je crois que je dois tout d'abord exprimer ma gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, à tout son gouvernement, à mon cher ami le ministre des Affaires étrangères Bourita, pour avoir insisté que l'Afrique, la terre africaine, puisse abriter le 9e Forum global de l'Alliance des civilisations. Un moment, un tournant de la situation internationale, où il fallait écouter le mot de paix, de réconciliation, de respect mutuel. Et c'est pour cela que le message de Sa Majesté et le message du secrétaire général des Nations Unies et le message des jeunes qui ont participé à ce forum ont montré cette même discours, cet même engagement. Et je peux dire ici à tous les Marocains et Marocaines, à tous les Africains qui nous écoutent, c'est un grand succès. C'est un succès pour le Maroc, c'est un succès pour l'Afrique, c'est un succès pour le monde. Et cela s'est passé à Fès, à une capitale, une ville qui a beaucoup de symbolisme et avec évidemment la capacité d'entraîner une nouvelle période de l'Alliance des civilisations qui a maintenant 17 ans, on est devenu presque majeur, adulte, et on veut maintenant peser davantage dans les structures et l'architecture internationale. Majeur dans les deux sens du terme. Avec moi sur le plateau pour vous poser des questions, M. Mustafa Shimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir. À vous, Mustafa. Cette alliance des civilisations, c'est finalement un socle de valeurs. Alors ce socle de valeurs, quel peut être son impact aujourd'hui et demain dans un monde qui est un monde troublé, de plus en plus troublé, avec des convulsions et des spasmes? L'alliance des civilisations, ce n'est pas une initiative strictement culturelle. C'est une initiative politique qui est mise au service du secrétaire général des Nations Unies pour être un instrument où la culture, les valeurs religieuses et spirituelles peuvent servir pour résoudre les problèmes de conflits, de crises et d'apporter la capacité de faire une société meilleure dans ce siècle. C'est-à-dire, c'est un outil diplomatique de résolution des conflits, de médiation des conflits et de créer une société nouvelle qui regarde l'avenir avec une volonté de maintenir les principes et valeurs consubstantielles aux Nations Unies. C'est une ambition, mais aussi peut-être une utopie. Ce n'est pas une utopie. Quand j'étais à l'université romaine de Fès, il y avait 300-400 jeunes de tout le monde. Et là, j'ai pu constater que ces jeunes, ces nouvelles générations, étaient tout à fait engagés. Ils voulaient créer un monde meilleur. Ils ne sont pas frustrés. Ils veulent se battre. Ils veulent se définir comme une génération de paix et d'amélioration de leur sort, de leur futur. Et c'est pour cela que ce n'est pas une utopie. Les utopies, c'est que le temps, après, on dit que c'est la vie régulière. Combien d'utopies on a lancées et après on a dépassé. Et maintenant, on dit quelque chose de normal. C'est-à-dire on doit avoir une force utopique pour créer la réalité future. Et l'Alliance a cette capacité, cette volonté, et on va faire tout pour aider les différents acteurs à achever cet objectif. Vous avez dit il y a un instant que l'Alliance est devenue presque majeure. Est-elle devenue majeure dans le dialogue des civilisations, dans le sens où est-ce qu'il y a une véritable adhésion? Vous avez senti une véritable adhésion dans le monde, dans tout le monde entier, puisque c'est le 9e forum et qu'il a été tenu un peu partout dans le monde. Oui, bien, c'est le 9e. Je peux vous dire, c'est celui qui a eu plus de succès et de réussite. On avait plus de 94 délégations ministérielles. Il y a eu
je crois, plus de 45 délégations ministérielles. Il y a eu une société civile qui était présente, il y a une jeunesse qui a été très protagoniste de débats et des engagements. On a eu des leaders religieux, c'est-à-dire qu'on a trouvé les champs sont mûrs. Et ce n'est plus, comme c'était à l'origine, un débat entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Il y a une délégation au niveau de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique latine, de l'Afrique. On veut maintenant parler dans le monde global. Et je crois que ça, c'est la nouvelle responsabilité. À partir de Fès, et grâce au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, on a maintenant une feuille de route qui va inspirer les travaux, les activités de l'Alliance des civilisations dans le futur. Et là, on va le constater qu'il va s'adresser à toute la communauté internationale. Alors, dans son message, Sa Majesté le roi Mohammed VI a indiqué que le dialogue est toujours une promesse positive, sinon de différentes réglées, du moins d'une connaissance mutuelle renforcée, en posant des conditions, qu'ils soient intercivilisationnels, intergénérationnels et intercontinentales. Comment instaurer un dialogue dans ces conditions ? Bon, c'est ce qu'on a voulu pratiquer à Fès, c'est-à-dire interconfessionnel. On a réuni des orthodoxes, des catholiques, des juifs, des musulmans. On a eu un dialogue intergénérationnel. On a participé, c'est une des séances les plus riches, les plus réussites, quand les anciens présidents, anciens premiers ministres, anciens ministres des Affaires étrangères, des personnalités politiques fortes, ils ont parlé avec la jeunesse. On les a écoutés, ils nous ont écoutés. Et on veut évidemment pouvoir s'adresser à tout ce nouveau socle des acteurs. Le monde est complexe, on doit s'habituer à travailler avec la complexité. Et c'est ça qu'on fait. Je crois que l'Alliance des civilisations des Nations Unies, avec toute la modestie, on est une petite entité, introduite déjà pleinement opérationnelle au sein des Nations Unies. On a réussi à moderniser le multilatéralisme de ce siècle. Parce qu'on a commencé déjà à introduire les jeunes, on a commencé à introduire la société civile, on a commencé à introduire les médias, on a introduit le secteur privé. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les États, ce n'est pas les ministres ou les gouvernements. Il y a toute une série d'acteurs qui participent. Sur ce plan-là, précisément, vous avez déclaré à Fès ceci: les gens ont soif de paix. Je voudrais rajouter une citation royale, si vous le permettez. La politique parle aux citoyens, la religion parle à leurs âmes, le dialogue parle à leur civilisation. Sur ce plan-là, compte tenu de ce qu'a dit le souverain, je voudrais vous faire réagir aussi sur la visite du pape François au Maroc à la fin mars 2018. Qu'est-ce que ça a comme symbole et comme portée ? J'étais très impressionné toujours par les discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais la visite dont vous faites référence, cette visite historique du pape François au Maroc, a marqué un nouveau regard vis-à-vis des religieux, de l'aspect spirituel, parce que les deux, ils ont dépassé les concepts négatifs. On est habitué, dans mon discours, je le signalais à Fès, il faut créer un vocabulaire positif. Et Sa Majesté le roi a dit, non, ça suffit d'utiliser le mot tolérance. Vous l'avez utilisé, moi-même, ça vient de nos têtes, mais il faudrait l'éliminer progressivement et le remplacer par le respect mutuel. Sa Majesté et le pape François, ils ont dit, il faut passer de la tolérance à la connaissance de l'autre, à la compréhension de l'autre, à travers le dialogue, comme il a dit Sa Majesté dans le message, à travers un engagement pour dépasser. Chacun, on est fier de nos croyances, de nos possessions, de nos principes, mais en même temps, il faut comprendre l'autre. Sinon, on ne pourra pas avancer pour vivre ensemble, et c'est ça un peu le but essentiel de l'Alliance des civilisations. Alors, en plus du respect mutuel, vous avez raison, Monsieur le Ministre, il y a aussi le vivre ensemble. Or, dans sa déclaration, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a dit que ce modèle de vivre ensemble marocain, existant sur plusieurs millénaires, doit être dupliqué. Comment dupliquer ça dans les autres régions ? Bon, je l'ai dit, une particularité, le secrétaire général des Nations Unies était très content, très satisfait de son séjour au Maroc, évidemment de sa rencontre avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, de la réussite, le succès du forum, et de voir que
il y a une alternative à la confrontation, à l'exclusion, à ce dialogue de sourds entre les uns et les autres. Et dans ce sens, je crois qu'on va et on veut travailler pour faire une réalité qu'on puisse travailler ensemble et vivre ensemble. On est une seule humanité. Il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, mais on est une seule humanité. Et ça, c'est le message fort de la déclaration de Fès. Vous êtes né à Madrid, je le sais, et pourtant je crois que vous êtes le plus méditerranéen des responsables espagnols. Et je voudrais avoir votre avis sur la situation actuelle de la Méditerranée comme espace de dialogue, tout ça, etc. Et voir avec vous, question incidente, comment les relations entre Rabat et Madrid peuvent être exemplaires pour nouer un nouveau type de partenariat et de co-développement, d'entente, de détente et de coopération. Bon, je suis méditerranéen, c'est une identité que maintenant je ne peux pas m'enlever. C'est ma vie, c'est ma profession, c'est mon engagement. Et je crois que la Méditerranée passe par un moment complexe, difficile, mais en même temps avec l'espoir que les nouvelles générations puissent rebondir et créer un espace de paix, prospérité et justice. Et dans cette nouvelle étape du dialogue euro-méditerranéen, de la construction de cet espace de paix et de prospérité, je crois que le Maroc et l'Espagne ont un rôle essentiel à jouer. J'imagine, je vois un axe qui passe de l'Europe à l'Afrique, l'Afrique à l'Europe, et la centralité, c'est la Méditerranée. Et dans le centre de cette centralité, c'est le Maroc et l'Espagne. C'est les deux qui ouvrent la porte du continent africain, du continent européen. C'est-à-dire que l'Espagne et le Maroc, ça va se faire, ça c'est en train de se faire. On va être le centre de gravité de cette nouvelle verticale qu'on va construire ensemble entre le continent africain et le continent européen, par le biais de la Méditerranée. La Méditerranée, ça va être le trait d'union entre les deux continents, et l'Espagne et le Maroc vont être les protagonistes majeurs de cette nouvelle relation. Alors, quand vous parlez d'Espagne et du Maroc, M. Moratinos, je reviens sur une déclaration de M. Antonio Vitorino, directeur général de l'OIM, de l'Organisation internationale des migrations, qui a dit à Fès que 80% des migrants africains se déplacent au sein même de l'Afrique. Alors, comment faire cesser cette stigmatisation de la migration africaine? Question d'actualité avec ce qui se passe actuellement en Méditerranée. Il faut marteler, il faut insister au sein des sociétés européennes pour éliminer ces images, cette perception négative de l'immigration. L'immigration, c'est une richesse, ce n'est pas une menace. L'immigration a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Et l'immigration africaine, elle a des pays d'origine, il y a des pays de transit, il y a des pays de destination, au sein même du continent africain, avec des chiffres et des mouvements humains bien plus importants de ce que l'Europe puisse recevoir. Et pourquoi créer cette peur? Pourquoi créer cette image d'une certaine déstabilisation de l'Union européenne par le flux migratoire? Alors, la question de mobilité des personnes, circulation des personnes, doit être résolue. Je me rappelle de ma période de ministre où l'Espagne avait été surprise par une vague, entre guillemets, de migrants subsahariens qui partaient. Et on a eu, grâce au Maroc, une collaboration, une coopération. On a eu la réunion de Rabat de migration et de développement. On a converti ce qui était une crise dans une opportunité. Et si vous lisez la déclaration de Rabat, je crois que c'était de 2007, 2008, tout est là. Et je crois que M. Vitorino a raison. Il faut, à mon avis, déconstruire ce récit négatif de l'immigration. Il faut évidemment établir des normes, des clés, mais l'Europe a besoin de démographie. L'Europe, c'est un continent qui vieillit. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ressources humaines, et tout cela doit se faire en collaboration, en parlant les uns et les autres, en établissant les règles, les normes, mais avec une participation africaine plus
reconnus et qui puissent établir aussi et défendre les intérêts et les aspirations. Comment vous jugez, précisément, vous avez parlé de l'Europe, comment vous jugez la politique de l'Union européenne à l'endroit de la Méditerranée? On a le sentiment, nous, ici, du côté de la rive sud, qu'elle est plutôt frileuse et pas à la hauteur des enjeux et des défis. Pour être sincère, les dernières années ont été assez, disons, je ne dirais pas négatives, mais il n'y a pas eu de beaucoup d'élan, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, il y a eu, au fur et à mesure, il y a eu le printemps arabe, et après le printemps arabe, il y a eu de nouvelles enjeux de guerre, de crise, et après le Covid, c'est-à-dire que... Mais j'étais informé qu'hier à Barcelone, les ministres qui participent à Euromed, à l'Union pour la Méditerranée, ont souscrit une déclaration assez positive. Et les choses, je crois, vont bouger. On a besoin d'un rôle de l'Union européenne plus active en Méditerranée. Il faut qu'ils retournent le regard vers le sud. Ils sont évidemment très concentrés sur l'Ukraine, sur l'Est. C'est évidemment nécessaire, mais il faut aussi regarder une région qui est pas seulement voisine, mais nécessaire et vitale pour les intérêts européens. J'espère qu'à partir de maintenant, et à partir de la déclaration qui a été approuvée hier, ils puissent bouger dans la bonne direction. Est-ce que ce n'est pas faire preuve, Monsieur le Ministre, d'un peu trop d'optimisme quand on voit ce repli identitaire, souverainiste, extrême qui se produit en Europe actuellement? Bon, vous savez, moi je dis que le pessimisme, c'est le snobisme du XXIe siècle, non? Quand on est pessimiste, on devient un snob, tout est critiquable. Il faut avoir de l'optimisme chaque matin. Et les enjeux sont là, les défis sont propres, sont difficiles, mais il faut se lever avec la volonté de changer les choses et les améliorer. Et je crois qu'on est tous conscients qu'il faut donner un coup d'envoi plus fort pour arriver à un engagement plus sérieux vis-à-vis des enjeux méditerranéens. Alors, dernière question, si vous me permettez, Monsieur le Ministre. La question est posée à l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, du Royaume d'Espagne, que vous avez été votre lointain successeur, Monsieur Juan José Manuel Alvarez, s'est déclaré hier à Barcelone, en marge du 7e forum de l'UPM, très satisfait de cette nouvelle étape et de cette dynamique, je le cite, qui marque les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne, ainsi que de la réalisation de la feuille de route qui avait été instaurée en avril lors de la visite du Premier ministre, Monsieur Sanchez, reçu par Sa Majesté le Roi. Est-ce qu'on peut dire que maintenant les relations entre les deux royaumes sont sur une voie unique, à sens unique, celui d'une coopération mutuellement bénéfique, de respect absolu, de co-développement? Absolument. Moi, vous savez, je suis d'une façon personnelle, même si je ne suis pas chargé du dossier, mais c'est une question que je ne peux pas renoncer, de suivre les rapports entre l'Espagne, mon pays, et le Maroc. Et je peux vous dire que les informations que j'ai constatées moi-même, les propos que j'ai entendus de parties sont extrêmement positifs. Je crois que Sa Majesté l'a dit, le président Sanchez l'a dit, nous avons maintenant forgé une vision de futur stratégique. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent s'il y a ça, non, mais disons l'engagement de deux pays est pour regarder ensemble l'avenir commun. Et puis, je crois que les rapports sont au beau fixe. Il n'y a aucun nuage dans nos rapports. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il y aura une réunion de haut niveau au début de l'année prochaine. Et là, ça va être le début d'une nouvelle étape. J'ai participé à beaucoup d'étapes entre le Maroc et l'Espagne. Même la réunion de haut niveau, ça a été créé suite à notre traité d'amitié et bon voisinage. Comme moi, j'étais un jeune sous-directeur qui venait ici à l'hôtel Hilton, maintenant Méridien, à négocier le traité. Et là, on a mis ce mécanisme. Et bon, ce mécanisme a eu de hauts débats, mais il est resté. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, on va donner un pas supplémentaire et plus ambitieux dans les ambitions légitimes de deux pays.
Merci, monsieur le haut représentant, pour ces messages, pas d'optimisme, mais de réalisme, et même d'optimisme, Ouais, si vous bien voulez. sûr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Moustapha Shemi, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis.